Salut, c'est PL Cloutier. Bienvenue dans une vidéo un peu différente que d'habitude. C'est plus en mode podcast, chit-chat avec PL Cloutier, comme ça, ben effoiré dans son salon en coton ouaté. Et je suis la YouTuber Shelby Church, une YouTuber américaine que j'aime beaucoup. Puis j'ai vu qu'en fin de semaine, elle a fait une vidéo qui m'a vraiment donné le goût de faire la même chose. En fait, c'est elle dévoile d'où viennent ces revenus avec des montants, parce que souvent les gens veulent devenir les influenceurs et puis ils veulent toujours savoir c'est-tu payant, c'est-tu pas payant, et moi ça fait quand même longtemps que je suis une vieille chose du web. J'ai commencé en 2011 comme influenceur et même un peu avant ça, mais ma première campagne d'influence c'était en 2011 et j'ai toujours réussi à tirer mon épingle du jeu, si on veut dire ça de même, un peu continuer comme influenceur dans des périodes où j'étais full en demande, des périodes où je l'étais plus du tout, des périodes comme en ce moment où je recommence à l'être. Au travers de ça, j'ai pris des pauses, je suis revenu en force, j'ai repris des pauses. J'arrive d'une... pas j'arrive, là, ça fait un bout que c'est fini, mais en 2024, la moitié de mon année, j'étais en période sabbatique de septembre jusqu'au mois d'avril. Dans la 2023-2024, je vivais au Mexique. Et depuis le mois d'avril, ben là, je suis reparti à temps plein dans mes trucs d'influenceur. Donc, étant donné que la période des impôts s'en vient, grosse période dans l'année, vu que là, on est dedans, c'est facile d'avoir les chiffres parce que là, mon année est complétée, j'ai reçu mes relevés pour tout ce que j'ai fait en 2024. Puis j'ai fait un genre de petit résumé que je vais survoler avec vous. Puis c'est pas dans le but de genre, oh mon Dieu, il fait beaucoup d'argent, il en fait pas beaucoup. C'est pas dans le but qu'on se compare, c'est vraiment dans le but de juste jaser d'argent, parce que je me rends compte que beaucoup de gens détestent parler d'argent. Et moi, je pense que c'est très rare qu'on devient bon dans quelque chose qui nous intéresse pas. Fait que si cette vidéo-là, ou peut-être ce qui vous intéresse, c'est votre curiosité malsaine de savoir comment il fait l'influenceur, mais peut-être que en vous ayant dévoilé ça, ça va vous expliquer un peu comment j'ai réussi à faire des sous. Et puis peut-être que ça va vous intéresser à vos propres finances, puis trouver des astuces pour vraiment optimiser vos affaires, pour réussir à avoir un petit peu d'argent de lousse. Tu sais, quand on est tout le temps serré, il y a plein de façons qu'on peut réorganiser notre façon de voir l'argent, de la gérer, tout ça, pour être un petit peu moins serré à la fin du mois, même quand on est dans une job où on sait un an d'avance un peu combien qu'on va faire. Donc, comment j'ai fait d'argent en 2024? Je vais vous donner la réponse à la fin, mais il a vraiment fallu que je le divise en catégories, puis ça, ce serait comme... Si quelqu'un me demandait un conseil avec ses finances personnelles, j'ai-tu le droit de dire ça? C'est tellement réglementé, le monde des finances, mais je vais vous dire ce que moi je fais. Puis ensuite, vous déciderez si c'est un conseil qui s'applique à votre propre situation. On va parler de moi. Dans le fond, moi, je n'ai jamais vraiment voulu mettre tous mes œufs dans le même panier. Je suis ce qu'on pourrait appeler un écureuil. Au niveau de l'argent, je mets beaucoup de sous de côté parce que une de mes façons de voir mes finances personnelles, c'est qu'étant donné que je travaille à mon compte depuis toujours, mon dernier emploi c'était genre en 2006, une job d'étudiant, j'ai toujours été à mon compte depuis ce temps-là, puis c'est quand même une façon de fonctionner qui peut être stressante. C'est pas fait pour tout le monde, mais ça veut pas dire que moi, étant donné que je le fais, je vis pas des périodes de stress d'argent, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être long quand on a une période morte. Et moi, la façon que j'ai trouvée pour vivre confortablement avec l'insécurité de jamais savoir qu'est-ce qui me pend au bout du nez, c'est de faire un gros contrôle sur mes dépenses, étant donné que je ne contrôle pas mes revenus. Alors, je suis très, très, très strict quand je dépense mes sous. Je dépense quand j'ai pas le choix. Quand j'ai pas le choix, mais j'essaie de trouver toujours la meilleure offre. J'aime le sentiment d'en avoir eu pour mon argent. Ça, on l'a ou on l'a pas. J'ai des amis, eux autres, ils dépensent sans regarder ça. Chacun sa façon de voir les choses, mais dans ma personnalité, dans ma façon de voir les choses, dans ma planification personnelle, j'essaie tout le temps de trouver la bonne affaire, couper où je peux couper, faire mon épicerie selon les spéciaux, aller faire le plein la journée où je vois que oups, c'est moins cher. Je suis membre de tous les programmes de fidélisation. Vraiment, même juste un exemple, je vais vous donner. Quand j'achète une bouteille de vin,
je vais y aller selon celle qui donne la meilleure offre dans le moment présent. Je suis pas le genre à me dire « Ah, je boirais tellement cette bouteille que je vais peut-être l'acheter quand elle va être en spécial puis la boire plus tard, la grande bouteille que j'aime. » Genre, je suis vraiment un courroyeux de spéciaux. Fait que bref, ça pour dire que 2024, je vais vous le dire, spoiler alert, n'a pas été une grosse année. J'ai vraiment pas travaillé du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, puisque j'étais en période sabbatique au Mexique, mais dès que je suis revenu, j'ai rembarqué sur le basic, comme on dit, comme d'habitude. Donc, j'ai divisé ça en catégories. Je vais vous donner les catégories d'avance. J'ai tout ce qui est contrat d'influenceur. Ah, c'est plus que 3 catégories, en fait, c'est 4. Ensuite, j'ai la catégorie Google AdSense et Facebook Ads. J'ai la catégorie télévision et contrat UDA, l'Union des artistes. Et j'ai l'autre catégorie qui est quand même une catégorie cruciale pour moi, c'est la catégorie des investissements et des trucs qui me font gagner de l'argent sans que je fasse rien. Vraiment ce qu'on appelle un placement passif. Alors, on va passer dans les affaires passives agressives pour commencer, c'est-à-dire mes contrats d'influenceurs. Ça, c'est la plus grosse catégorie. Ça a été une année, étonnamment, correct. Je m'attendais à un grand fiasco parce que j'étais parti tout le mois jusqu'au mois d'avril. Je me disais, quand je vais revenir, c'est sûr que ça va être long, juste que les gens réalisent que je suis de retour, mais c'est pas ça du tout qui est arrivé. Dès mon retour, j'ai été sollicité par des marques. Donc, j'ai fait plusieurs campagnes publicitaires du mois d'avril jusqu'aux fêtes. Et je suis arrivé avec quand même un beau montant. Je suis fier de ce que ça donne. 50 730 $. Je suis vraiment mauvais pour dire les chiffres. Pire que ça, c'est en anglais. 50 730 $. 5,730 $. Eh, mon Dieu, en espagnol, on va repasser. Fait que bref, j'ai fait à peu près 51 000 $ en contrat d'influence. C'est ni ma meilleure année, ni la pire, mais c'est vraiment au-delà de mes prévisions. Pas que je fais des prévisions, mais plus de mes attentes. Là. Je m'attendais vraiment à une année où je ne ferais pas de contrat d'influence. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Fait que je suis vraiment content de ça. Aussi, ce qui m'aide, c'est que je n'ai plus d'agence. Fait que ce montant-là, je n'ai plus à verser de commission. Toujours dur de savoir, j'aurais-tu fait plus que ça si j'avais une agence? J'ai-tu bien négocié mes affaires? Tu sais, c'est comme, on peut jamais vraiment savoir ça, mais ce que je sais, c'est qu'avant que je donnais une commission là-dessus, et maintenant, c'est moi le boss, c'est moi qui le garde. Fait que ça a quand même fait une bonne différence dans mon bilan. Ce qui a vraiment marqué la tendance, je dirais, c'est que j'ai pas eu beaucoup de contrats d'influenceurs qui voulaient ma chaîne YouTube. Ça a vraiment été des campagnes TikTok et Instagram. J'ai quelquefois réussi à inclure une publication sur ma page Facebook, mais vraiment, là, c'est une tendance comme qu'on peut pas nier. Les marques veulent des contenus courts, verticales, 30 à 45 secondes sur Instagram, sur TikTok. Puis aussi, ce qui est une des grandes différences que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont intéressés évidemment à ce qu'on ait des abonnés, des vues, tout ça, mais c'est pas nécessairement la seule chose parce que mes vues n'ont pas été astronomiques sur toutes ces plateformes-là quand je me compare à d'autres. Mais je pense qu'ils apprécient mon professionnalisme, mon style, si on veut ma renommée, ça a l'air comme prétentieux dit de même, mais le fait que je suis pas comme de la dernière pluie, j'ai quand même un CV. Je pense que ça, c'est apprécié, une crédibilité, c'est tout ça le mot. Et ensuite, même si j'ai pas des vues aussi fortes que des gens qui sont très tendance actuellement, ils préfèrent m'engager puis après ça, booster le contenu en payant ce qu'on appelle du placement média. Là. Dans le fond, ils vont prendre mon contenu puis il y a une fonctionnalité sur Instagram et sur TikTok où ils peuvent payer TikTok. Moi, je sais jamais comment ça se passe vraiment ce bout-là. Là. Moi, je leur fournis le contenu puis ils s'occupent du reste. Mais ils peuvent payer pour augmenter les vues. Fait que c'est pour ça, des fois, on va sur le compte de quelqu'un, puis, oh mon Dieu, sa campagne de pub a 1 million de vues, puis son contenu d'après, il y a genre 3000. C'est parce que c'est ça qui est arrivé. Fait que dans mon cas, c'est comme une façon de travailler qu'il a fallu que je m'ajuste, parce que de base, moi, j'ai toujours fonctionné sur ce qu'on appelle du reach, de la portée organique, c'est-à-dire mes vues sans qu'on ait eu besoin de payer. Puis là, la tendance en ce moment, c'est qu'ils préfèrent payer puis avoir un contenu qui est peut-être moins viral, mais qui correspond plus à ce qu'ils veulent, plus à leur vision d'entreprise, le ton corporatif, tout ça. Fait qu'en tout cas, j'ai réussi
Elle m'en tirait mieux que je pensais. Ensuite, ben là, mes contrats de Google AdSense et de Facebook Ads, ça, c'est comme l'argent le plus facile à faire dans le sens où j'upload les vidéos, puis après, à partir de là, je reçois un paiement. Je ne peux pas contrôler rien. Ça dépend du nombre de vues, essentiellement. La machine fait le reste. Et à toutes les 22 du mois, je reçois un paiement de Google. Ça a déjà été des beaux montants, là, comme des 2-3 000 par mois. Là, je vous le dis tout de suite, c'était pas ça. Ça a beaucoup baissé parce que moi-même, j'ai réduit la cadence sur YouTube et sur Facebook. C'est récent là, que j'ai de la monétisation sur Facebook. J'ai fait 1 934 $. On va le prendre. Je suis comme, on va le prendre, mais je ferai pas un plan d'affaires là-dessus. Là. Je trouve ça très courageux, les gens qui se lancent à la chasse aux vues là, avec du podcast et tout ça. Ça prend des collaborations avec des marques, honnêtement, pour gagner sa vie sur YouTube là, au Québec. C'est un beau boni, honnêtement, je vais le prendre. Merci beaucoup, YouTube. Merci, Facebook. Mais, je veux dire, ça couvre même pas un mois de loyer quand tu comptes les taxes, les comptes, l'Internet, tout ça. Fait que merci beaucoup, YouTube, mais ça va rester comme un bonus. Ensuite, mes contrats à la télévision et mes contrats avec l'Union des artistes. Dans le fond, quand je fais de la télévision, des fois, c'est UDA. Des fois, ça ne l'est pas. Ça dépend du genre de l'émission. Fait que quand c'est des nouvelles, les débatteurs de nouveau, ce genre d'affaires-là, c'est hors UDA. Quand on est dans des émissions de variété, des magazines, des trucs préenregistrés, là, on tombe UDA. Fait que c'est pas les mêmes trucs. Quand c'est UDA, il y a plein de retenues à la source. Ils gèrent les assurances, plein d'affaires. Puis quand c'est pas UDA, ben là, c'est comme n'importe quel autre contrat que je fais. C'est dans mes poches. Puis après ça, c'est à moi de s'occuper de mes finances, là. Fait que télévision, une belle surprise. J'avais aucune ambition de faire la télévision en 2024, puis on m'a sollicité, alors j'ai comme toujours, je dis oui aux opportunités qu'on m'offre. Alors télévision, j'ai fait 2600 $. Mais pour le plaisir que j'ai à chaque fois que je vais faire la télévision, pour moi, c'est comme... La télévision n'a jamais été vue... Je l'ai jamais vue comme une source de revenus. C'est comme une occasion de faire autre chose, de travailler en équipe, de faire des projets qui dépassent, là, moi, aussi dans mon salon. Tu sais, c'est comme ça... La télévision nous élève. Dans le sens de élévation, là, pas comme élever un enfant. Là. Genre, ça nous pousse à être meilleur que ce qu'on est parce qu'il y a quelqu'un qui nous maquille, on est coiffé pendant les pauses, on a du bon son, on a de l'éclairage. Il y a tout ça qui fait que il y a quelque chose que j'arrive pas à avoir sur mes autres plateformes, mais qui n'est pas un contre l'autre, c'est complémentaire. Fait que pour moi, la télévision, je le vois vraiment pas comme une... J'ai pas d'ambition à la télévision en termes d'argent. Je le fais parce que j'ai le goût puis c'est le fun. Mais 2600, fait que c'est quand même pas si pire. Union des artistes, une très mauvaise année. 629 $. Alors, c'est pas grâce à moi cette année qu'on nous aurons des assurances collectives. À chaque fois que je vais chez le dentiste, je dis merci à Véronique Cloutier parce que je pense que c'est elle qui rend flou les assurances collectives, c'est pas moi. J'en profite, mais là, ça achève. À chaque année, ils révisent selon combien on a fait et on se qualifie ou non pour les assurances. Et là, à 629 $ à partir du 1er mars, c'est sûr que je perds mes assurances, là. Alors, je suis mieux d'aller chez le dentiste cette semaine. Maintenant que j'y pense, je vais prendre un rendez-vous en fermant la caméra. Fait que, ouais, UDA, c'est le fun. Et eux autres, ils gèrent les fonds de pension. On a comme un genre de paye de vacances, mais il faut vraiment que tu travailles principalement UDA pour que toutes ces affaires-là qui sont le fun valent vraiment la peine. Mais je pense que s'il n'y avait pas l'Union des artistes, ce 629 $-là, je sais c'était quoi le tournage. Je l'aurais probablement fait sans même avoir un cachet. Fait que merci l'UDA parce que ça nous assure d'être au moins un peu payés dans un contexte où, bien franchement, je pense qu'ils réussiraient à avoir des artistes qui iraient juste pour la visibilité. Fait que ça a quand même cet avantage-là. Là, on tombe dans la dernière catégorie, puis ça, c'est celle qui m'intéresse le plus parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant pour tout le monde. C'est celle de mes revenus passifs. Et ça peut être plein d'affaires. Ça peut être, vous avez un immeuble que vous faites de la location, ça peut être des placements à la bourse, ça peut être n'importe quoi qui se passe avec un effort minimum. C'est vraiment de l'argent qui travaille pour toi.
Puis moi, j'ai vraiment tardé à faire ça parce que tout mon argent partait dans mon condo. Mais dans les dernières années, j'ai comme vraiment pris sous moi de là, Mané PL, tu as 38 ans, il va falloir que tu fasses ton avenir un peu par toi-même parce que mon fonds de retraite, il faut que je le fasse moi-même. Puis j'ai eu des beaux revenus avant la pandémie. J'ai quand même réussi à mettre un petit peu de sous de côté. Ici, c'est mon 4e condo. Fait qu'à chaque fois, j'ai comme fait un gain en capital. Très avantageux, le gain en capital. Ce n'est pas taxable. Si on reste, je pense que c'est 1 an. C'est un gros privilège pour les gens qui ont accès à la propriété. Si vous voulez mon opinion, peut-être un programme à réviser, mais c'est pas moi qui fais les règles. Alors, j'en ai profité. Ça m'a quand même permis de dégager des beaux montants d'argent en vendant des condos à profit, en réinvestissant le profit à la bourse, en repartant une hypothèque, un nouveau 25 ans à chaque fois. Fait que j'ai vraiment joué avec le gain en capital sur ma propriété. Je considère que c'est un privilège exagéré, honnêtement. Là, on est vraiment dû pour une révision de la fiscalité, mais comme je dis, c'est ça. C'est pas moi qui fais les règles. Puis dans ce contexte-là, si moi, j'en profite pas, quelqu'un d'autre en profitera. Donc voilà, c'est important de maximiser les programmes qu'on nous offre, s'ils sont disponibles. Et là, après ça, si c'est des bons programmes ou pas, un autre débat. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2023, j'ai vendu ma propriété que j'avais à Montréal et j'ai dégagé quand même un beau montant d'argent étant donné que la propriété a gagné en valeur. Puis j'ai habité là quelques années, j'ai remboursé mon hypothèque là-dessus. Fait que j'ai quand même eu un beau petit montant d'argent que j'ai pu placer et faire travailler pour moi pendant que j'étais dans ma période sabbatique. Une grosse partie de ça, je l'ai mis dans un compte d'épargne à intérêt élevé. Les taux étaient très bons en 2024. Là, on commence à avoir des moins beaux taux dans ces comptes-là parce que la Banque du Canada a baissé son taux directeur. Mais ça m'a vraiment avantagé. Donc, juste en compte d'épargne, ça, c'est de l'argent que tu ne peux pas perdre. C'est garanti, il n'y a pas de risque. Tu sais d'avance combien tu vas avoir. J'ai réussi à aller chercher du 5,25. Mon argent a bougé pas mal d'un compte à l'autre pendant l'année parce que j'allais de promotion en promotion. D'ailleurs, j'ai des comptes de banque à fermer parce que je ne retournerai pas. C'était pour profiter des promos. Fait en déplaçant mon argent à tous les 2-3 mois dans les promotions qu'on offrait, j'ai été chercher du 5, 5,25, du 4,85 à l'automne. On peut se promener et juste ça, j'ai réussi à faire le montant de 3 882 $. En faisant rien, là, principalement en ayant juste bougé mon argent avec des transferts électroniques, ça a été super facile, quasiment 4 000 $. Ce qu'il faut savoir, par exemple, avec ça, par rapport aux autres investissements dont je vais parler plus tard, c'est que ça, je vais payer de l'impôt cette année là-dessus. C'est un gain en capital, de l'intérêt bancaire. C'est pas comme un placement à la bourse qu'on aurait laissé dans la bourse. Ça, je vais payer l'impôt là-dessus, évidemment. Mais comme tout le reste, dans le fond, là, chaque dollar que je mentionne, depuis le début de la vidéo, il y a de l'impôt que je vais payer. C'est pas straight dans mes poches. Mais j'en parle parce que le reste de mes revenus qui sont du rendement, comme tel, je n'ai pas à payer d'impôt là-dessus parce que c'est soit que ça a été réalisé à l'intérieur de mon CELI, et ça, on peut retirer, il n'y a pas d'impact au niveau de l'impôt, ou c'est de l'argent que j'ai juste laissé à la bourse à l'intérieur de d'autres placements qui ne sont pas CELI, REER ou ces affaires-là. Donc, mes placements, j'en ai dans ma compagnie, j'en ai qui sont personnels. Au total, il va falloir que je le calcule parce que là, je l'ai divisé, mais je me rends compte que j'ai peut-être pas envie de dévoiler qu'est-ce qui est la part CELI et qu'est-ce qui est la part personnelle. Donc, donnez-moi quelques secondes. Je vais sortir ma calculatrice. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aller aux toilettes. Je sais pas, là. Vivez vos vies. Ce sera pas long. J'arrive. Bon, alors, au total, mes placements en 2024, qui a été une année phénoménale, vraiment hors norme, là. On a eu des mauvaises années. Ça s'est corrigé. Peut-être même un peu trop, on verra où ça s'en va. Mais j'ai fait 28 311 $. C'est à quoi on peut ajouter ce que j'ai fait dans mon compte épargne. Donc, sans effort, dans la catégorie placement et investissement, j'ai fait 32 193 $. C'est beaucoup de sous. Et ça, c'est vraiment là, de l'argent qui fait de l'argent. Fait que c'est pour ça que je vous dis que ça vaut la peine de se concentrer sur cette catégorie-là, malgré mes revenus d'influenceur puis ces affaires-là.
j'ai rien eu à faire. C'est juste comme pendant que je me baignais à Playa del Carmen, je pouvais ouvrir mes placements, faire « Ah, j'ai fait 200 $ cet après-midi. » Bon, ça se peut que le lendemain, j'ai perdu 400, puis après ça, j'ai fait 800. Il faut avoir une certaine tolérance au risque et surtout ne pas avoir besoin à court terme. En tout cas, moi, personnellement, j'investis rien à la bourse que j'ai besoin dans un horizon de moins de 15-20 ans et peut-être plus idéalement, là, puisque je suis éternel. Mais c'est pour ça que j'avais une partie dans mon compte d'épargne puis une partie investie à la bourse. La partie dans le compte d'épargne, j'ai fait vraiment un rendement moins bon, autour de 5 %. Dans le reste, c'était comme du 25 et plus. J'ai fait moins d'argent, mais je ne pouvais pas le risquer parce que je voulais acheter ce condo cette année. Donc, j'ai vraiment géré mon argent selon les niveaux de risque puis l'horizon de placement que j'avais. Mais quand même, 32 000 32 193 $, c'est pas à négliger. Surtout quand on compare au reste, là, qui est à peu près 53 000 $, 55 000 $ que j'ai fait en travaillant. C'est quand même, c'est quoi, c'est le tiers, au moins. En tout cas, c'est beaucoup de sous. C'est plus que le tiers, même. Bref, je vous encourage à y penser. Puis, moi, j'ai commencé récemment à faire tout ça, fait qu'il n'est jamais trop tard, ceci étant dit. Donc, ça, avant de vous donner le grand total pour mon année 2024, je voulais juste spécifier que ça, c'est la catégorie revenus. Et souvent, on entend les influenceurs dire « Ah, j'ai fait dans les 6 chiffres, 300 000 $ cette année. » Bon, ça, c'est la colonne des revenus. Ça ne dit pas le reste. Moi, j'ai juste en comptabilité et honoraires professionnels, genre faire lire des contrats, faire mes impôts, décider du conseil financier. Bon, j'ai 3 000 $ en partant que c'est juste des honoraires professionnels. Après ça, il y a plein d'autres dépenses. J'ai déjà engagé de l'aide pour un tour d'une campagne cet été. Des fois, tu veux avoir une nouvelle pièce d'équipement. Comme n'importe quoi peut arriver. Il y a des déplacements. Il y a beaucoup de dépenses qui entrent en ligne de compte. Alors, je ne vais pas vous dévoiler cette partie-là parce que honnêtement, je ne l'ai pas encore. Mes rapports d'impôts se font faire d'ici la fin mars et plus tard pour mon entreprise. Fait que c'est toujours difficile de savoir exactement combien j'ai fait d'argent parce qu'il faut que je déduise les profits. Donc, on ne le saura pas dans cette vidéo, mais j'ai quand même réussi à générer un revenu de 88 086 $ dans cette année où j'étais supposé être en sabbatique. Une très bonne année, si vous voulez mon avis. Mais là, je suis de retour. Je vais travailler 12 mois cette année. Alors, j'espère que ça continue sur la même lancée. Donc, vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo, un format plus podcast un peu. Avez-vous trouvé ça intéressant? Est-ce que ça vous a inspiré? Êtes-vous surpris des chiffres? Comment vous voyez votre argent? Je suis très curieux de le savoir. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Salut!